30 octobre 2015, l'Australie affronte la Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde. Les Wallabies défient l'une des meilleures équipes de l'histoire, mais ils peuvent compter sur les fruits d'une génération dorée et ne rougissent pas à l'idée de croiser le fer avec la bande à Mako. Michael Hooper, David Pocock, Will Genia, Matt Guito, Adam Ashley Cooper, Stephen Moore, Drew Mitchell, Israel Folau et j'en passe. Ce n'est pas un hasard si les Australiens sont en finale, même s'ils ont été chanceux lors du quart de finale contre l'Écosse. Mais le sort en a décidé autrement. Rapidement dépassés en première période, ils sont indisciplinés et les All Blacks les transpercent trop facilement. Les Wallabies reviennent à 4 points en deuxième mi-temps, mais ce sursaut n'ira pas loin. Dan Carter les assomme d'un drop de 40 mètres et Beauden Barrett vient sceller le sort du match d'un contre-assassin. Mitchell given away. Ben Smith. Barrett is chasing. He's got Pocock for speed. This is Beauden Barrett, control this, and the cup is his. It's New Zealand. 1er octobre 2023, l'Australie vient de gagner sans être flamboyant contre le Portugal après une sévère déconvenue contre le Pays de Galles et une défaite méritée contre les Fidji. 2 défaites qui éliminent le pays continent dès les phases finales de la Coupe du Monde 2023. Alors comment la nation aux 2 titres de champion du monde est devenue si quelconque sur l'horizon du rugby international et même sur l'horizon du rugby tout court? Et vous verrez que ça remonte à loin. Je m'appelle Gauthier Baudin et je vais vous l'expliquer en large, en long et en travers. Pays phare du continent océanique, l'Australie est une nation comptant près de 27 millions d'habitants et environ 90 000 licenciés pour le rugby à 15. Alors je vais vous parler un peu de la géographie du pays parce qu'il est spécial et qu'il nous servira pour la suite. Alors l'Australie est une île-continent, mais dont 60% de sa population est située sur 5 villes, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide et Perth. 60%. Alors pour le reste, l'Australie est un pays majoritairement désertique, en son centre, un désert qui couvre une partie de 5 États australiens, donc la majorité des zones urbaines se trouvent sur le littoral et plus particulièrement sur le sud-est du pays. Pour comprendre le rugby australien, il faut remonter à son arrivée en 1830 à Sydney grâce aux marins anglais. Il se développera ensuite vers le nord, à Brisbane. On a donc 2 régions, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland qui contribuent grandement au développement du rugby. Les jeunes qui jouent au rugby s'y familiarisent d'abord dans les écoles, lycées, internats, puis une fois la scolarité terminée, ce sont dans les clubs qu'ils continuent à le pratiquer. Alors ces clubs commencent à se créer à partir de 1864 avec le premier formé à l'université de Sydney, le Sydney University Club, qui comptait même dans ses rangs Sir Edmund Barton quelques années avant qu'il devienne le premier Premier ministre australien en 1901. Alors sous l'égide de la Southern Rugby Union, qui n'est autre que l'ancêtre de la Fédération australienne de rugby, d'autres clubs se forment dans les années qui suivent, dont un prénommé Waratah à Sydney. Alors en 1874 se forme le Shute Shield, le championnat semi-professionnel des clubs qui se tient encore aujourd'hui. Alors le rugby devient ensuite international avec une tournée britannique sur sol australien qui affronte une équipe de Nouvelle-Galles du Sud. Puis en 1899, l'Australie reçoit les Lions britanniques et irlandais et remporte son premier match 13-3, même s'ils perdent les 3 suivants. Vient ensuite le premier test match contre la Nouvelle-Zélande en 1903 où les Wallabies sont vaincus 22-3. Voilà les grandes lignes de la naissance du rugby australien, les écoles, les clubs, les Wallabies. La première Coupe du Monde a lieu en 1987, l'Australie remporte les éditions 91 et 99. Alors en parallèle, le rugby australien rentre dans une nouvelle dimension en 1986 avec la création d'une compétition du Pacifique avec 3 équipes néo-zélandaises, Canterbury, Wellington et Auckland, 2 équipes australiennes, la Nouvelle-Galles du Sud et Queensland, et l'équipe nationale fidjienne. En 92, elle est renommée Super 6, puis évolue en Super 10, les Samoa et l'Afrique du Sud débarquent, puis continuent des modifications du format en intégrant et sortant des équipes jusqu'à l'arrivée au Super 12, 96, qui marque le passage au professionnalisme du rugby. Les franchises sont alors créées. Pour la Nouvelle-Zélande, ce sont Waikato, Canterbury, Otago, Wellington et Auckland. Pour l'Afrique du Sud, il y avait les Natal Sharks, la Western Province, le Transvaal et le Northern Transvaal. Et enfin, pour l'Australie, Queensland, Nouvelle-Galles du Sud et une nouvelle équipe basée dans la capitale politique Canberra qui se nomme les ACT Brumbies, ACT pour Australian Capital Territory, le territoire de la capitale australienne. Alors tous les noms que j'ai cités ont bien évidemment été changés pour satisfaire des besoins marketing ou alors pour différencier les équipes du Super 12 de leurs championnats domestiques respectifs,
même si certains ne sont pas créés à cette période-là. Donc on a Waikato devient les Chiefs, Canterbury les Crusaders, Wellington ça devient les Hurricanes, Queensland Red, Nouvelle-Galles du Sud devient les Waratahs, etc., etc. Alors en 2005, la Western Force est fondée et rejoint le Super 12 qui devient alors le Super 14, le Super 14, vu que les Cheetahs rejoignent aussi la compétition en même temps que la Force. Alors voilà, j'ai posé les bases du rugby australien. Le système scolaire pour détecter les talents, les clubs pour faire vivre le rugby amateur ou semi-pro avec la Shut Shield, le Super Rugby pour faire un championnat professionnel au niveau relevé avec 4 équipes, puis 5 avec l'arrivée des Melbourne Rebels en 2010, et enfin, au niveau international, les Wallabies. Maintenant, on peut commencer l'explication. Alors je vous ai parlé des années 90 avec les 2 titres de champion du monde. C'est un peu l'âge d'or du rugby australien. Et cet âge d'or, il se prolonge jusqu'en 2003, quand les Wallabies atteignent contre toute attente la finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, une compétition qu'ils organisent chez eux. Alors, ils perdent cette finale sur un drop légendaire, vous vous en souvenez, mais la fédération australienne atteint des bénéfices records grâce à l'organisation du mondial. C'est simple, en 2002, c'est 500 000 $ de bénéfices. En 2003, c'est 32,9 millions. La RU, la fédération australienne, se retrouve alors avec 110 millions de dollars australiens d'actifs financiers, supportés par 80 millions de dollars en cash. Mais s'ensuit alors la période 2004-2006, où tout commence à s'effondrer sur le plan financier. 2004, déficit de 4,3 millions. Les actifs financiers passent de 110 à 43, 60 millions de dollars d'actifs dépensés en un an. En 2005, 3,2 millions de dollars de déficit, 4 millions d'actifs envolés. Et 2006, 6 millions de déficit et nouvelle baisse des actifs. La RU lance alors l'Australian Rugby Championship, un championnat national domestique avec 8 équipes, 3 de Nouvelle-Galles du Sud, 2 du Queensland, une de l'ACT, une de Victoria et une de l'Ouest australien. La première saison a lieu en 2007 et c'est un flop. Le budget a été dépassé d'1,3 million de dollars pour une compétition qui est en déficit de 4,7 millions pour sa première saison. Et attendez, c'est pas fini, avec des prévisions de 3,3 millions de dollars de pertes pour la deuxième saison. Alors je vous fais pas un dessin, l'ARU ne peut pas assumer 8 millions de dollars de pertes sur 2 ans, donc ils mettent un stop. Les dirigeants décident de lancer un examen complet de tous les outils du rugby professionnel en Australie, en suivant l'Australia, qui est l'équipe B des Wallabies en quelque sorte, est supprimée, tout comme l'Australian Rugby Shield, une compétition créée en 2000 qui s'étale sur 5 semaines, dont le but est de découvrir de nouveaux talents en dehors des maisons mères du rugby, à savoir Sydney et Brisbane, mais il y avait des équipes venant de partout ailleurs, de Tasmanie, de Perth, de Darwin, d'Adelaide, de Melbourne, et bien tout ça, ça dégage, on n'a plus de thunes pour l'entretenir. Dernière chose, vous vous souvenez de l'Australian Rugby Championship, le truc qu'ils ont supprimé après une saison. Ils l'ont ressuscité en 2014 sous le doux nom de National Rugby Championship, le NRC. Alors ils sentaient vraiment qu'il fallait faire jouer les joueurs de Super Rugby qui n'étaient pas sélectionnés avec les Wallabies, et pour cela ils ont suivi un peu le même modèle que le Bunnings NPC en Nouvelle-Zélande, qui a eu d'autres noms comme le Mitre 10 Cup, mais où les provinces jouent entre juillet et octobre. Alors dans ce NRC, on a notamment vu les Fidji droit y participer à partir de 2017 et même le remporter en 2018. En 2019, la saison se termine tranquillement, la Western Force fracasse les Canberra Vikings en finale 41-3 et soulève le magnifique trophée de NRC. Et devinez quoi, la saison 2020 n'a pas lieu à cause du Covid-19. Et la compétition est même carrément dissoute pour des problèmes de droits télé. Et oui, Fox Sports, qui finançait une grande partie de la compétition, perd les droits du Super Rugby au profit de Stan Sport, donc ils arrêtent de financer le NRC, et les joueurs de Super Rugby non internationaux se retrouvent en Shut Shield, une compétition semi-professionnelle dont je vous ai parlé, mais qui ne fournit pas du tout le même niveau que le NRC. Alors parlons maintenant de la gestion financière du grassroots rugby. Alors en traduction pure, ça donne les racines du rugby, mais pour nous, c'est l'équivalent du rugby amateur. Alors dans un article pour The Conversation, Hunter Fujak, expert en management sportif, explique comment l'ARU a bousillé son rugby amateur en seulement 20 ans. L'Australie, c'est pas un pays où le rugby à 15 est un sport dominant. Non, avant, il y a le football australien avec l'AFL et il y a le rugby à 13 avec la NRL.
Le grassroots rugby, ça te permet de former les joueurs de demain, mais ça te permet aussi d'avoir du rugby à l'échelle locale dans un bon nombre de communautés. Alors en France par exemple, si le rugby est aussi présent dans le sud-ouest, c'est pas parce que le Stade Toulousain et Bordeaux sont deux clubs proéminents du championnat, mais c'est bien parce que tu peux te balader un dimanche et trouver 30 gus sur un terrain en train de jouer pendant 2 heures, et dans les gradins, il y aura plusieurs centaines de personnes. En Australie, ils ont pas tellement saisi cette notion. En 2001, t'as près de 14% des dépenses de la Fédé qui vont dans le grassroots rugby, c'est-à-dire 7 millions de dollars. En 2015, c'est 2,65%, soit 2,37 millions. Il n'y a pas de hasard. Quant à l'AFL et la NRL qui mettent chacun 59 et 43 millions de dollars dans le développement de leur sport à l'échelle amateur, tu comprends pourquoi les générations sont de moins en moins qualitatives en rugby à 15 et pourquoi tes meilleurs éléments se barrent ailleurs. Ce qui force la fédération australienne à débourser des milliers et des cents pour aller chercher le talent de joueurs déjà établis, comme le cas Joseph Suuali, que la RU est allée chercher pour la modique somme de 5 millions de dollars en NRL. Et surtout que ta principale ressource de joueurs de rugby à 15 provient des écoles privées à plusieurs dizaines de milliers de dollars l'année, alors qu'on privilégie plutôt le rugby à 13 et l'AFL dans les écoles publiques, là où les élèves sont beaucoup plus nombreux. Alors je vais vous lire un témoignage que j'ai trouvé sur Reddit pour vous faire comprendre le ressenti de quelqu'un sur le terrain. Il date de 3 mois, donc c'est pas super vieux, et je trouve ça intéressant de vous le partager. Je suis un Kiwi expatrié vivant ici en Australie. Je suis fortement impliqué dans le rugby junior au niveau local, de l'entraînement jusqu'aux tâches dans les comités, et cela depuis plus de 12 ans. Mes 2 enfants jouent. J'ai vu 3 clubs juniors disparaître juste avant que leurs homologues seniors fassent de même. Les chiffres de ces équipes tiennent à peine. La performance australienne des moins de 20 est une moindre satisfaction sur le radar, et j'espère que c'est une résurgence, mais je ne suis pas vraiment confiant. La plupart des clubs sont composés d'expatriés sud-africains, néo-zélandais, britanniques, tongiens, samoans, fidjiens, à tel point que l'Australie a une énorme dette envers ses communautés pour maintenir le rugby à 15 en vie, si jamais ils parviennent à sortir de la crise un jour. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe dans les écoles privées, mais il semble y avoir un énorme décalage entre les différents parcours menant au haut niveau. Il n'y a aucun développement dans aucune de nos écoles publiques locales, il n'y a aucun enthousiasme autour de la prochaine Coupe du Monde, nous n'avons reçu aucune visite de joueurs, aucun matériel promotionnel n'arrive au club, on ne demande pas grand chose, je prendrais même des stickers au point où nous en sommes. La NRL, elle, a bien réussi son coup dans ce domaine, notamment dans le développement des clubs amateurs. Aucun des juniors que j'entraîne ne peut me nommer un joueur des Waratahs ou des Brumbies, mais par contre, ils peuvent me nommer le demi-de-mêlée de leur équipe en NRL. Le rugby à 15 ne prend pas soin de ses fans, c'est comme si les dirigeants n'avaient jamais quitté les loges du stade lorsqu'ils assistent au match. Les retours que je reçois des parents qui vont voir un match de Super Rugby me disent que les places sont trop chères pour un spectacle ennuyeux. Les Brumbies sont la seule équipe avec une vraie communauté de fans à l'échelle locale. J'ai participé à de nombreux championnats d'État et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de talent, mais les NRL tournent toujours autour. Il sous-entend que les scouts du rugby à 13 viennent dans ces tournois pour inciter les joueurs de rugby à 15, les meilleurs éléments, à venir jouer au rugby à 13. Commencez à injecter des sommes massives d'argent dans le développement des jeunes dans les écoles publiques, arrêtez d'aller chercher des joueurs de NRL, cela dévalorise les joueurs de 15 et vide les caisses de la fédération. Détruisez toutes les voies de développement des jeunes joueurs pour en reconstruire une seule où vous pourrez couvrir et détecter beaucoup plus de talents. Mettez le rugby australien sur une chaîne publique et gratuite, avec peut-être la télévision payante des matchs du samedi. N'hésitez pas à me donner votre avis à ma tirade, mais en tant que néo-zélandais, regarder le rugby australien se casser la gueule est attristant, autant que de voir la marque des Wallabies tomber en disgrâce. Et pour avoir lu d'autres témoignages, ce n'est pas un cas isolé. Revenons un peu au rugby pro, autre chose dont Hunter Fujak parle aussi, c'est le salary cap, les droits télé et les profits. En 2012, la NRL et les équipes australiennes de Super Rugby sont autour de 4,4 millions de dollars de salary cap. Aujourd'hui, la NRL est à 12,1 millions, les franchises australiennes sont à 5,5 millions. Donc, t'as moins d'équipes et t'as moins de salaire. Pour les droits télé, c'est 30 millions par an pour le Super Rugby, alors qu'à partir de 2025, pour l'AFL, ce sera 643 millions de dollars par an. Restons sur la comparaison football australien rugby. En 1996, la fédération australienne, c'est 21 millions de dollars de revenus annuels, alors que l'AFL, c'est 85 millions, donc 4 fois plus. En 2022, l'ARU compte 129 millions de dollars de revenus annuels, l'AFL en compte 944. Plein montage, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de conclure un peu cet aspect financier de l'Australie par rapport aux dernières années, surtout avec le Covid, et rassurez-vous, l'Australie n'a pas changé de cap niveau financier. On a notamment eu l'affaire Folao, vous savez, toutes ces affaires d'homophobie sur les réseaux sociaux, etc.
où Israel Folau a été viré, licencié par la fédération australienne, qui avait aussi son contrat au Waratahs. Et en sachant très bien ce qu'il a fait, la fédération australienne a été attaquée en justice par Israel Folau, qui a obtenu 14 millions de dollars en compensation. Et si vous suivez toujours l'état de santé australien, vous savez que fin 2010, c'est toujours pas la joie. Et 14 millions de dollars, c'est un peu mettre la corde autour du cou de la fédération australienne. Surtout que c'était en 2019, s'ensuit donc le Covid. Et le Covid, on arrive proche de la banqueroute pour le rugby australien. Mais il se sauve in extremis. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi le rugby à 13 et l'AFL sont historiquement devant le rugby à 15 ? Retour dans le passé. Le football australien, c'est quoi ? C'est un lointain cousin du rugby qui a été créé par Tom Wills en Australie. Tom Wills est anglais et ancien élève de l'école de rugby, il n'y a pas de hasard, où il est capitaine de l'équipe. Il part en Australie et fonde avec d'autres le Melbourne Football Club en 1859 et codifie en même temps les règles du sport. En 1897, la Victorian Football League est créée, qui deviendra ensuite l'Australian Football League, l'AFL, en 1989, par souci d'expansion. Jusque-là, c'est plutôt simple. La majorité des clubs se situent autour de Melbourne, avec 10 clubs se situant dans l'état de Victoria. Le rugby à 13 maintenant. Alors, inventé en 1895, arrive au pays des kangourous en 1908, date où se forme la New South Wales Rugby League en Nouvelle-Galles du Sud, le bassin du rugby à 13 australien. Donc, cette New South Wales Rugby League se développe à travers le XXe siècle, jusqu'à une expansion du format en 1982, avec l'intégration d'équipes ne provenant pas de Nouvelle-Galles du Sud, les Canberra Riders et les Illawarra Steelers. Puis en 1988, ce sera au tour des Newcastle Knights, des Brisbane Broncos et des Gold Coast Tweed Giants, et ces deux dernières ayant plutôt bien évolué dans la compétition, une autre expansion a lieu en 1995 avec les Auckland Warriors, le South Queensland, le North Queensland et Perth, donnant un championnat à 20 équipes qui sera raccourci à 16 au fil du temps. Mais on reste quand même avec 9 clubs dans la Nouvelle-Galles du Sud, avec le format actuel. Alors si vous connaissez un peu l'Australie, vous avez remarqué une particularité dans la répartition géographique des deux sports. Alors il y a deux zones distinctes, et bien devinez quoi ? Cette séparation a une frontière imaginaire nommée la Barassi Line, en hommage à Ron Barassi, ancien joueur de Melbourne mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est aussi le père de Ron Barassi Jr., un ancien joueur et entraîneur qui est aussi membre du Hall of Fame de l'AFL, et comme vous pouvez le voir, la ligne part de la pointe nord-ouest de l'état du Queensland, le traverse et va terminer sa course dans la pointe sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud. Alors l'intérêt de parler de la répartition des clubs d'AFL et de NRL, c'est bien évidemment de la comparer à celle du rugby à 15. Le Super Rugby n'a que 5 équipes, donc ta présence médiatique et même sociale est noyée sous les deux autres vu qu'il y a beaucoup plus à dire. Et si on fait les calculs, même si les franchises ne peuvent pas rivaliser, elles devront au moins remplir leur stade et faire des audiences correctes. Et ça, pour en parler, on passe au point suivant. Alors l'échec des provinces australiennes de Super Rugby. Il faut bien comprendre que les provinces australiennes n'ont pas toujours été nulles. Entre 1996 et 2005, quand le Super Rugby comptait encore 12 équipes participantes, il était rare qu'aucune équipe australienne ne soit dans le top 4. Et ce n'est même arrivé qu'une fois, en 1998. Mais avec le passage au format à 14 équipes, les franchises australiennes ont commencé à décliner. Alors, pas toutes, parce qu'on a quand même les Queensland Reds de Quade Cooper et Will Genia qui s'adjugent le titre en 2011, au terme d'une saison exceptionnelle, et puis en 2014, c'est au tour des Waratahs de Michael Hooper et d'Adam Ashley Cooper de remporter le Super Rugby, et il reste ainsi la dernière équipe à l'avoir fait. Mais le déclin s'accélère après 2015, et cette finale de Coupe du Monde perdue contre la Nouvelle-Zélande, les équipes australiennes ne gagnent que 40% de leurs matchs en 2016. En 2017, c'est 28% de victoires en Super Rugby. En 2018, il n'y a plus la Western Force, il ne reste que 4 équipes, on est à 45%. En 2019, même taux de victoire, 45%. Et on a même une série de 40 matchs sans victoire pour les équipes australiennes face à leurs homologues néo-zélandaises. En 2020, Covid-19. En 2021, on a un Super Rugby de chaque côté de la mer Tasman avec le Super Rugby à Aotearoa et le Super Rugby AU. Puis, il y a un Super Rugby Trans-Tasman qui se crée à la suite du Covid-19 où chaque franchise australienne affronte les franchises néo-zélandaises sans rencontrer leurs compatriotes, vu qu'ils déjà fait dans les deux mêmes championnats que j'ai cités auparavant. Alors sans surprise, les équipes australiennes n'obtiennent que 2 victoires sur 25 matchs joués. En 2022, les Fijian Drua et les Moana Pacifica débarquent. On reprend un rythme normal où tout le monde joue tout le monde. Les équipes australiennes remontent alors au-dessus de la moyenne avec 60% de victoires, mais seulement 8 victoires contre les Néo-Zélandais sur 29 matchs joués, soit 28% de victoires. En 2023, le taux global de victoires retombe à 40% avec moins de 25% de victoires contre les voisins kiwis. Nous voilà terminés sur les statistiques, c'est un peu long, et bien évidemment, si le niveau de ces franchises diminue au fil du temps, c'est parce que les générations de joueurs sont de plus en plus pauvres. Alors la faute,
j'ai un peu tout énuméré. Bien évidemment, si le niveau de ces franchises diminue au fil du temps, c'est aussi parce que les joueurs sont de moins en moins qualitatifs au fil des générations, et aussi à cause du manque de financement du grassroots rugby et du manque d'attractivité du sport en lui-même. L'autre problème de ces franchises, c'est qu'elles ne fonctionnent pas ensemble. Je m'explique. Alors, si l'Irlande est actuellement l'une des meilleures nations mondiales, c'est parce que l'Irlande a fait le choix de ne pas professionnaliser le championnat d'Irlande, l'All Ireland Leagues, parce qu'avec trop de clubs, la Fédé n'aurait jamais pu tout financer, les clubs auraient été trop dépendants des aléas financiers du rugby, les équipes n'auraient pas été bonnes, vu que les talents auraient été trop répartis loin des autres, donnant un championnat à niveau moyen comparé à leurs voisins anglais. A la place, ils ont privilégié l'usage de franchises, donc le Leinster, le Munster, l'Ulster et le Connacht. Depuis 2013, ces 4 provinces sont dirigées par la Fédération de rugby irlandaise, ce qui veut dire que du président de la province jusqu'au graphiste qui fait les visuels sur les réseaux sociaux, en passant par les kinés, les coachs et les joueurs, tout le monde est employé par l'IRFU. Ça te permet d'établir la limite de 3 joueurs irlandais par équipe pour privilégier les joueurs locaux. Tout fonctionne autour de la sélection masculine parce que 90% de tous les revenus de la fédération proviennent du 15 du trèfle. Oui, les 4 provinces, l'équipe féminine, les U20, le Sevens, c'est 10% des revenus de la Fédé. C'est là que vous comprenez pourquoi l'équipe de Jonathan Sexton est primordiale en Irlande. Et celui qui a mis en place ce système, l'architecte de cette centralisation, il s'appelle David Nucifora. Et devinez quoi, avant d'arriver en Irlande, il était employé par la fédération australienne comme patron de la haute performance. Et devinez quoi, il leur a proposé un programme similaire. Et qu'est-ce que les franchises lui ont répondu ? Non. En 2012, il y a une proposition formelle du board de la Fédé australienne, mais les différents États se sont rebellés parce qu'ils ne voulaient pas céder le pouvoir à la Fédé, et c'en est trop pour Nucifora. Il part en Irlande, applique son programme là-bas, et regardez où sont les Irlandais aujourd'hui. Après une décennie et demie de pourparlers, la Fédé a enfin réussi à convaincre les franchises de faire un programme similaire, notamment avec le résultat des Wallabies et des franchises de Super Rugby, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et là est la question, mais pour l'instant, les stades sont vides depuis belle lurette et le reste rond. Le grand exemple, c'est le dernier Super Round, un week-end de Super Rugby où toutes les équipes jouent dans le même stade sur un week-end. Alors comme en 2022, en 2023 c'était à Melbourne, à l'Aami Stadium, donc t'as 6 matchs en tout, qui n'ont jamais dépassé plus de 10 000 spectateurs avec une moyenne plus proche des 5 000 spectateurs. Et pendant ce temps, le même week-end, dans la Mecque du football australien, le Melbourne Cricket Ground, 2 matchs d'AFL se sont tenus avec un nombre de spectateurs cumulé de 154 000. C'est énorme, et le pire c'est que les chiffres d'affluence, ce n'est pas quelque chose qui est bas depuis toujours. En 2000, quand Larkham, Gregan, Morlock, George Smith portaient encore la tenue des Brumbies, le stade était plein. Pareil pour la période des Reds où ils sont champions, avec Quade Cooper, Will Genia, Scott Higginbotham, Digby Ioane, le Suncorp Stadium était plein. Et aujourd'hui, avoir son stade rempli au tiers, voire moins, c'est devenu une habitude pour tout le monde. Et les matchs ont souvent lieu dans des grands stades, ce qui donne cette impression de vide tout le temps, peu importe l'adversaire. Et cela au lieu d'aller au-delà des frontières habituelles et d'essayer de te connecter aux différentes communautés locales. Bon, parlons un peu des Wallabies. Je vous ai déjà raconté les racines du problème, le manque de financement du rugby amateur, le rugby est impopulaire, les générations de joueurs dont le niveau s'appauvrit à travers les années, les finances qui déconnent. Bref, parlons un peu des Wallabies, et notamment des 4 dernières années qui ont amené à ce massacre subi face aux Gallois et l'élimination historique des phases de poule d'une Coupe du Monde. Alors en 2019, l'Australie réussit plutôt bien sa phase de groupe, ne concédant qu'une défaite contre le Pays de Galles, mais arrivée en quart, elle prend un bouillon contre l'Angleterre. Pas de réalisme, 18 turnovers concédés, je vous fais pas un dessin, l'Australie déjoue. Michael Cheika est alors remplacé par Dave Rennie, et on repart sur une saison 2020 marquée par le Covid. Un tri-nation est alors mis en place en urgence, pas d'Afrique du Sud, seulement les Pumas, les Blacks, et les Wallabies. On part plutôt pas mal avec un match nul 16-16 contre la Nouvelle-Zélande, qui aurait pu être la première victoire australienne en terre néo-zélandaise depuis 20 ans si Rhys Hodge n'avait pas manqué une pénalité de 50 mètres. Alors bien sûr, on lui en veut pas, mais ce qui va suivre va être beaucoup moins réjouissant. Nouvelle défaite 27-7 contre la bande à Foster, puis plus large défaite de l'histoire de la Bledisloe Cup contre ces mêmes All Blacks, 43-5. Et d'ailleurs, l'Australie n'a plus remporté la Bledisloe Cup depuis 2002. Il décroche ensuite une victoire 24-22 contre les Blacks, mais le mal est déjà fait. Les 2 matchs contre l'Argentine ne rassurent pas non plus, avec 2 matchs nuls, 15-15 et 16-16. Dave Rennie passe ensuite les 2 ans de son mandat à essayer de ne pas se noyer sous les défaites en s'accrochant à ce qui fonctionne encore dans le rugby professionnel australien, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on sent quand même que sur la fin 2022, Dave Rennie commence à tenir quelque chose. Son équipe a un peu plus de structure, le fait d'avoir accroché la France 30-29 et l'Irlande 13-10 est encourageant, et on a enfin droit à du rugby spectaculaire avec cette victoire 39-34 contre le Pays de Galles. On repassera pour la défense, mais Dave Rennie termine son année 2022 sur une note satisfaisante.
Mais de l'autre côté du globe, on a Eddie Jones qui se fait virer en décembre par la fédé anglaise. Non pas que c'est pas mérité, le jeu anglais est alors tellement simplifié que l'aspect offensif de cette équipe ne ressemble plus à grand chose, mais Eddie Jones part en étant le coach avec le pourcentage de victoire le plus important de toute l'histoire de l'Angleterre, 73%. Mi-janvier, la rumeur éclate, Eddie Jones va prendre les rênes des Wallabies, laissant Dave Rennie sur le carreau. On apprend aussi que Hamish McLennan, le président de l'ARU, et son directeur exécutif Andy Marinos discutaient avec Eddie Jones depuis novembre 2021 pour qu'il prenne le poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2023. Seulement voilà, Eddie Jones est viré, ce qui entraîne le licenciement express de Dave Rennie pour ne pas passer à côté d'une telle opportunité. Alors, tu parles, l'opportunité, c'est d'avoir un sélectionneur qui est plus connu pour ses conférences de presse des 4 dernières années que pour son jeu proposé avec l'Angleterre depuis la dernière Coupe du Monde. Donc tu le signes jusqu'en 2027 pour 4,5 millions de dollars. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que c'est pas vraiment quelque chose que les finances de la rue peuvent se permettre. Mais au-dessus de ça, il n'a que 8 mois pour préparer ce qui se fait habituellement en 4 ans. Et en plus, il hérite d'un rugby australien avec un état de forme horrible. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, à peu près tout en fait. Aucune victoire en rugby championship et en préparation. Ton entraîneur de l'attaque Brad Davis qui démissionne 3 semaines avant le mondial. Tu ne prends pas 10 expérimentés, tu prends pas Michael Hooper. Défaite contre les Fidji, correction contre les Gallois, première élimination de leur histoire en phase de poule d'une Coupe du Monde. Le rugby ne pardonne pas les errances. Et ces Wallabies en sont la preuve. Ce qui est dommage, c'est que même si l'AFL et la NRL sont des championnats bien plus qualitatifs que ce que peuvent proposer les franchises australiennes, le football australien et le rugby à 13 ne peuvent pas rivaliser sur le modèle international. Donc une bonne partie des supporters de ces deux sports vont quand même regarder les matchs des Wallabies à l'occasion des grandes rencontres et des grandes occasions. Mais alors quel spectacle tu leur offres ? Avec des performances pareilles, tu ne leur donnes pas envie de regarder les Wallabies et même de regarder du rugby tout court. Alors le rugby masculin n'est pas le seul segment des équipes australiennes à être défaillant. En août dernier, les joueuses de la sélection nationale ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux à propos de la favorisation de l'équipe masculine par rapport aux hommes. Elles se plaignent notamment de ne toujours pas avoir eu de contrat à temps plein, ce qui leur avait été promis, mais sous meilleure auspice financière. Ce qui a fait tâche quelques mois plus tard quand la fédération australienne a déboursé 5 millions de dollars pour aller chercher Joseph Suaalii. Et elles se sont aussi plaintes des déplacements en classe éco dans les avions alors que les Wallabies volent en première classe, peu importe la durée du trajet. Alors tout ça pour demander de meilleures ressources, autant financières qu'humaines, en citant le cas des Matildas, l'équipe nationale australienne lors de la dernière Coupe du Monde féminine. Et pour la comparaison, une joueuse de NRLW, donc la Ligue féminine de rugby à 13, gagne environ 30 000 dollars par an et en gagnera 50 000 d'ici 2027. Là où une joueuse des Wallabies est en statut semi-professionnel avec parfois une activité à côté. Un autre exemple important pour illustrer ce que pourrait être une meilleure allocation des ressources, en 2019, l'équipe de foot australienne féminine et leurs compères masculins avaient signé un accord pour partager les revenus commerciaux de manière égale entre les deux parties. Alors ce manque de revenus empêche les Wallaroos d'atteindre le niveau du top 4 en rugby à 15 féminin. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, il y a la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre, le Canada et puis le reste. Alors on en a quasiment fini cette vidéo, je pense avoir parlé d'à peu près tout. La vidéo est un peu longue d'ailleurs, et je vous remercie 1000 fois d'être arrivé jusque là. Alors le rugby a désormais 99% de chances de s'effondrer en Australie. Dans ce seul pourcent de chance de renaître, l'Australie pourra compter sur la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025, et les 2 Coupes du Monde masculines et féminines en 2027 et 2029 pour essayer de se refaire une santé. Mais cela doit passer obligatoirement par une refonte entière du système. Alors ils ont l'air d'avoir pris le bon chemin avec la centralisation de leur équipe de Super Rugby, quoique un peu trop tard, mais il faut aussi mettre les bouchées doubles pour développer le rugby amateur, le grassroots rugby, au niveau junior et féminin bien sûr, mais seulement les finances actuelles ne le permettent pas. D'où l'importance que chaque mouvement de l'ARU soit savamment calculé, sinon on perd l'Australie. Et perdre un tel bastion du rugby serait un désastre, autant pour les Néo-Zélandais qui perdraient la moitié de leur Super Rugby, qui deviendrait alors un championnat pas viable, que pour le rugby international. La décennie 2020 sera alors un tournant pour voir si l'Australie peut se relever. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous trouvez dommage. S'il y a des arguments qui ne vous plaisent pas ou que vous trouvez discutables, bien évidemment, on peut en débattre, que ce soit dans les commentaires YouTube ou alors sur Twitter. Je suis ouvert à toutes les critiques et enfin merci beaucoup de suivre cette vidéo.